Donc, bienvenue à Myriam Kotias, qu'on remercie d'avoir pris le temps de nous présenter un projet qui s'appelle Repère. On va revenir longuement sur ce projet. Donc, Myriam est directrice de recherche au CNRS. Elle travaille, pour aller vite, sur l'histoire de l'esclavage dans l'espace caribéen et un peu plus que ça. Elle a fait une thèse en démographie historique, on peut dire ça, sur la famille antillaise au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Et puis, vous dirigez le CIRESC, le centre, ce qui ne dit pas grand-chose, donc le Centre international de recherche sur les esclavages et les post-esclavages, qui est un laboratoire assez récent et assez important dans le champ, parce que c'est un des rares laboratoires thématiques sur la question. Vous avez publié pas mal d'ouvrages, dont je pense au moins un ouvrage, La question noire, histoire d'une construction coloniale chez Bayard, qui date un peu, mais je le cite parce qu'il a largement, à mon avis, nourri tout un tas de travaux, y compris en histoire de l'art et jusqu'à l'exposition Le Modèle Noir, par exemple. Et puis, vous avez aussi publié un peu plus récemment un livre sur Mayotte Capétia chez Armand Collin, si je ne me trompe pas. Bon, voilà. Voilà. Et puis, on vous a invité aujourd'hui pour le projet Repère, euh, qui est un projet sur les réparations, les compensations et indemnités au titre de l'esclavage, Europe, Amérique, Afrique, 19e, 21e siècle, ce qui est tout à fait important comme précision. Et vous le comprenez, ce n'est pas un site sur l'histoire de l'esclavage, en fait, si, mais on rentre par les indemnités, puisque, vous le savez les unes et les autres, sans doute, on a indemnisé les propriétaires d'esclaves, d'abord en Haïti, puis après au-delà, au cours du 19e siècle. Et évidemment, si le site est sous-titré 19e, 21e siècle, c'est que ce sont des questions qui sont constamment rejouées, remobilisées, parfois avec des temps morts, parfois des temps plus intenses. Si on a voulu vous inviter, Myriam, c'est parce qu'il nous semblait que c'était un exemple de recherche qui se construisait par le numérique dans un espace numérique, et que le numérique permettait de créer un espace de recherche, j'allais dire concrètement, géographique, atlantique, singulier. Peut-être signaler, mais vous en parlerez bien mieux que moi, mais le fait qu'il y a d'autres projets qui ont été initiés, notamment en Angleterre, je pense par UCL, l'université, je ne sais plus comment ils appellent ça, l'université globale de Londres, je crois que c'est ça le nouveau nom, sur à la fois les indemnités, mais aussi la manière, et vous avez dû voir que ça a fait, comment dire, ça a nourri des débats très forts dans l'espace britannique, la question des héritages, y compris fonciers, financiers, immobiliers, de tous ces propriétaires d'esclaves. Et je crois que le premier projet vraiment numérique qui a été mis en ligne date de 2012, euh, et qui me semblait un projet tout à fait important, et puis qui a été quelque sorte réanimé par un projet qui s'appelait British Caribbean, si je ne me trompe pas, qui revisitait aussi ces questions-là. Je pensais aussi, je signale en passant, mais à des projets qui n'ont pas du tout la même ampleur. Je pensais au travail de Jean-Claude Farcy, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, avec sa base sur la répression de la commune, qui Mhm. sont des choses dans un premier temps. Enfin, alors d'abord, c'est assez troublant de voir un homme seul faire un travail aussi colossal, mais aussi parce que ce sont des données qui, en fait, mises en partage, ont permis une vraie pensée à l'échelle internationale. Donc, c'est une base sur la répression de la commune de Paris, et ça a construit tout un espace, je pense notamment à tous les liens avec l'Algérie et à tous ces déportés en Nouvelle-Calédonie, en Algérie. Voilà. D'un coup, on pouvait repenser avec des archives en Algérie, etc., des nouveaux espaces. Et puis, il y a tout, voilà, dans ce projet Repère, avant que je vous donne la parole, il y a donc, je l'ai dit, la question d'indemnité au moment de, enfin,
je vous laisserai rentrer dans les détails, mais au moment de l'indépendance d'Haïti, même si les indemnités viennent après. Et puis en 1849, après l'abolition de l'esclavage de 1848. Et là, pour toute une série de régions, et vous avez travaillé notamment, m'arrêtez si je me trompe, mais sur la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Nosy-Bé, l'île de la Réunion, le Sénégal, et puis Sainte-Marie, Nosy-Bé et Sainte-Marie, pour que ce soit autant de deux îles de Madagascar, pour aller vite. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. J'ai plein de questions que j'avais notées, mais dont on parlera après. Pour ceux qui viennent d'arriver, encore, je le disais, on a un problème tout à fait inattendu, c'est-à-dire que le site repère marchait très bien ce week-end, très bien ce matin, et que depuis 12h30 à peu près, il semble être en maintenance, enfin il est en erreur 500, donc ça n'empêchera pas du tout la présentation. Merci à Myriam Cotias pour qui ce sera peut-être plus compliqué. Et puis, on vous fera passer le lien et on va tâcher de décrire au mieux le site et ses enjeux pour en parler. Encore merci Myriam de votre venue. Mais écoutez, merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous de cette invitation parce que c'est toujours extrêmement intéressant d'avoir des retours sur des travaux qui ont été faits et puis aussi d'avoir des questions qui peuvent nous emmener sur des terrains qu'on n'avait peut-être pas encore envisagés. Enfin, voilà, moi, je suis pour le travail collaboratif et ça sera peut-être ça la première chose que l'on peut dire sur Reaper, c'est que bien évidemment, c'est un travail collaboratif. Jean-Claude Farcy a fait sa base de données seul. Ce n'est pas notre cas. On était une équipe précisément sur la base de données, on était une équipe de 5 personnes, de 5 chercheurs à travailler. C'est-à-dire que j'ai travaillé plutôt avec des étudiantes qui sont en thèse, dont je vais parler parce que précisément, la constitution de la base de données, ça a été un ordonnancement d'archives qui existait, mais qui n'avait jamais été travaillé de cette façon-là. Et puis, une base de données, c'est à la fois donc cet ordonnancement des archives, mais c'est aussi un raisonnement sur les archives. J'en parlerai à travers le moteur de recherche. Et c'est aussi une ouverture, c'est-à-dire que c'est un début de travail. Et ça, les humanités numériques, en tout cas dans ce cas-là, montrent bien comment ça ouvre un espace de nouvelles recherches. C'est-à-dire que c'est une base de données, c'est à la fois un point d'aboutissement et un point de départ pour de nouvelles recherches. Mais d'abord, je vais parler de la question du contexte et pourquoi on a monté ce programme, qui est une ANR. Donc, c'est un projet qui a été financé pendant 5 ans par l'Agence nationale de la recherche et qu'on a voulu monter parce que la question des réparations revenait comme une question politique en permanence, que ça soit dans l'espace hexagonal ou dans les Outre-mer, et qu'on avait l'impression que peu de choses étaient vraiment su sur la question. C'est-à-dire que l'impression que nous, on a eue au départ, c'était que les réparations, c'était une question un peu folklorique, et je mesure ce que je dis en disant ça, mais folklorique dans le sens où ça appartenait aux associations, ça appartenait aux revendications politiques, mais ce n'était pas un objet scientifique. Et nous, on s'est dit, on va prendre cette question vraiment au sérieux. C'est-à-dire, on va aller dans les archives, voir ce que l'on peut trouver sur ces questions. Et de la notion de réparation, on est passé au fait, à un fait historique, qui est celui de l'indemnité et de l'indemnisation des propriétaires d'esclaves. Et le projet a montré comment
dès le 19e siècle. En fait, la réparation, c'est un terme qui est moral, c'est un terme qui est philosophique, tandis que face à ça, on a un mécanisme historique qui est colonial, et qui va servir à asseoir le domaine colonial français, qui est celui des indemnisations. Donc les archives, elles étaient là et donc on s'en est saisi pour faire la base de données Reapers. Ce sur quoi on a travaillé aussi, c'est sur ce mécanisme d'indemnité, en se demandant ce qui est considéré comme quelque chose d'injuste, hein, qui est traduit par les mouvements politiques actuellement comme une injustice suprême, comme une façon de monétariser le corps humain, comme quelque chose de scandaleux. La question des indemnités au XIXe siècle, elle se pose pas exactement dans les mêmes termes, puisque le versement d'indemnités en lien avec la propriété esclave va se faire dès le début de l'histoire de l'esclavage dans les Atlantiques. Donc la propriété esclave, elle est reconnue par l'État. Et ça va être un argument qui va être discuté au XIXe siècle, parce que comment l'État peut-il reconnaître quelque chose qui, à cause de la philosophie humaniste et des notions d'égalité du genre humain, en fait, le combat. Donc, on est dans des mécanismes qui existent et puis une philosophie qui est contraire. Donc, on s'est demandé comment ça se mettait en place au XIXe siècle. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on a été amené à revoir un mécanisme de versement d'indemnités autour de la Révolution de Saint-Domingue et autour de la constitution de la République haïtienne le 1er janvier 1804. Alors là, je fais juste un petit rappel, je vais contextualiser la question. C'est que Saint-Domingue est la perle des Antilles, c'est l'île qui donne la richesse, enfin qui participe à la richesse de la France par une exploitation sucrière énorme et qui va produire donc de la richesse, puisque on disait à la cour qu'on était riche comme un colon de Saint-Domingue, qui vous montre bien, voilà, la représentation que l'on pouvait avoir de cette île. Saint-Domingue, à la faveur de la convocation des États généraux, se met à voir, enfin, exacerbe en fait des tensions sociales qui existaient entre trois groupes de population, les propriétaires blancs, les libres de couleur, qui pouvaient aussi être propriétaires d'esclaves, et puis la population esclavisée et dominée. Donc, un ensemble de tensions qui vont conduire, et je raccourcis beaucoup l'histoire, mais qui vont conduire au soulèvement des esclaves et à une première abolition de l'esclavage en 1713, entérinée par la Convention en 1794. Donc, l'esclavage aboli pour la première fois dans les colonies françaises et en particulier à Saint-Domingue, pas en Martinique pour d'autres raisons, mais en tout cas à Saint-Domingue. Et l'arrivée qui va être suivie par l'arrivée au pouvoir de Napoléon, qui a un grand projet colonial autour de l'exploitation du sucre et qui donc va rétablir l'esclavage, ou en tout cas va chercher à le rétablir. Il va y réussir pour la Guadeloupe et la Guyane et la Martinique pour d'autres raisons. Et Saint-Domingue, non, soulèvement général des esclavisés et ça va conduire sous la bannière de Jean-Jacques Dessalines, à l'autonomie, à l'indépendance de la colonie, donc qui est proclamé le 1er janvier 1804. Une période va passer pendant laquelle la France a le projet de reconquérir l'île, de reconquérir cette colonie.
Et puis, il faut se rendre à l'évidence en 1825 que ça n'adviendra pas. Ce qui fait que les propriétaires qui ont été expulsés de la colonie vont demander, enfin ils le demandent d'ailleurs depuis 1804, vont demander à être dédommagés de ces propriétés qu'ils avaient à Saint-Domingue. Et Charles X va mettre au point va mettre au point, va mettre sous contrainte, allons-nous dire, le gouvernement du président haïtien Boyer pour l'obliger à signer un traité qui reconnaît donc les propriétés des Français qui ont été spoliées en contrepartie d'une reconnaissance d'Haïti comme État souverain. Et cette reconnaissance, elle était absolument importante puisqu'elle permettait à Haïti d'entrer dans le concert des nations et de pouvoir avoir des relations commerciales et d'être reconnu comme État souverain. Donc voilà, la balance qui se fait. Donc en 1825, il y a un dédommagement des propriétés des colons français qui est envisagé et une dette qu'on a appelée la dette de l'indépendance qui est payée et qui est de l'ordre de 90 millions de francs or, qui va être payée entre 1825 et 1880. Haïti va s'acquitter entièrement de la dette, mais va être obligé de faire des emprunts pour payer sa dette, ce qui fait que ça va construire une spirale de l'endettement qui va provoquer par la suite aussi des instabilités politique. Et bon, Thomas Piketty a récemment montré comment cette dette avait pesé et continué à peser sur la République haïtienne. Donc, premier moment où l'État français demande à un autre État de payer une dette à des propriétaires d'esclaves. Le deuxième moment, mais dans une autre configuration, va être 1849. La France, donc, abolit, enfin la Seconde République abolit l'esclavage pour la deuxième fois, le 27 avril 1848, et inscrit dans la déclaration d'abolition de l'esclavage le fait que les colons, et je reviendrai sur ce terme de colon parce qu'il est assez important, que les colons seront dédommagés, seront dédommagés à hauteur de 126 millions de francs pour l'ensemble des colonies françaises. Alors d'abord, il y a deux choses. C'est que là, on est dans un autre cas de figure puisque c'est l'État français qui va dédommager des personnes qui sont françaises et qui ont été propriétaires d'esclaves. Donc, finalement, l'État français va endosser cette dette et va utiliser, dans les débats sont utilisés, est utilisée l'expression d'expropriation pour cause publique, expropriation publique pour cause morale. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce sont les propriétaires d'esclaves. Alors, la loi dit colons, je vais revenir là-dessus, mais ce sont disons les colons de l'ensemble des colonies françaises, Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les vieilles colonies, mais aussi de nouvelles colonies, le Sénégal, enfin les comptoirs sur la côte du Sénégal, mais aussi Nosy-Bé et aussi Sainte-Marie de Madagascar, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, la loi d'indemnité couvre ce périmètre géographique. Donc, on est sur à la fois l'Atlantique, on est sur l'Afrique et sur l'océan Indien. Donc, en ayant cette géographie, et je peux tout de suite vous montrer une carte que nous avons faite sur cette question qui est ici.
Euh, Est-ce que vous la Oui, voyez? Oui, c'est bon, c'est en partage. d'accord. Donc, vous voyez que là, on est donc sur cet espace atlantique, sur les côtes africaines. Et puis, quand on va un petit peu plus loin, si j'y arrive, bon, on est aussi là sur l'espace de l'océan Indien. Bon, cette carte n'a pas été faite, elle illustre simplement le domaine géographique, je vais vous en parler ultérieurement, parce qu'elle ne porte pas exactement sur ce dont suis en train de vous parler. Donc, un espace qui est large, qui, qui oublie dans la loi d'indemnité de 1849, qui oublie un espace qui est l'Algérie, qui est comprise dans la loi d'abolition de l'esclavage, où il est acquis qu'il y a de l'esclavage, hein, mais qui ne va pas avoir, va pas avoir d'indemnité. Alors, je vous fais juste un panorama très rapidement. Ce qu'on peut voir, c'est que, enfin, je vous donne juste quelques conclusions. Ce qu'on peut voir, c'est que cette loi d'indemnité, en fait, elle va asseoir le domaine colonial français. Elle va asseoir le domaine colonial français et qu'il va y avoir des répartitions financières qui vraiment vont tenir compte de l'importance coloniale, c'est-à-dire de l'importance de l'ancienneté de la relation coloniale, les vieilles colonies qui touchent le plus d'argent, avec avec des différences qui tiennent à l'importance de l'industrie du sucre, et puis d'autres colonies qui sont les nouvelles colonies, qui sont des colonies qui sont de droit musulman, la religion musulmane est très importante, où les Français sont minoritaires et qui là vont toucher des indemnités, enfin, sauf l'Algérie qui n'en touchera pas, mais qui vont toucher des indemnités beaucoup moins importantes parce qu'il y a tout un ensemble de représentations sur l'esclavage en milieu musulman où finalement c'est un esclavage doux, un esclavage familial et qu'on n'est pas dans la rudesse, on n'est pas dans la rudesse de l'esclavage sur les populations africaines. Un point juste de méthode, il n'y a pas d'esclavage heureux. Hein, mais bon, voilà, ce sont des appréciations qui ont été mises en place, à mon avis, pour d'autres raisons. Toujours est-il que, donc voilà, on s'est trouvé face à cette masse d'archives qui, puisque je le soulignais, on parle de colons, on parle de propriétaires d'esclaves, sont donc des archives qui sont nominales, nominatives. Hein. Donc, dans les archives, ce que l'on trouvait, ce que l'on a trouvé, ce sont des registres qui enregistraient le nom, nom, prénom, le statut matrimonial, bien sûr l'argent, la somme qui avait été touchée, et puis qui montrait aussi si les personnes avaient été des colocataires ou des indemnitaires. Hein. Voilà. Je le dis simplement comme ça pour l'instant parce que je vais y revenir et je vais revenir sur ce que produit en fait la mise en espace et l'établissement d'une base de données sur ces données. Donc, peut-être une question préalable, c'est pourquoi avoir choisi le numérique hein, pour rendre compte de nos résultats. Je dois dire qu'au sein du CIRESC, donc, qui est le Centre international de recherche sur les esclavages et le post-esclavage, on a utilisé le numérique depuis extrêmement longtemps. Et ça tient peut-être à notre sujet d'étude et ça tient peut-être aussi au fait que nous sommes des scientifiques avec la méthodologie de la recherche, mais qui en même temps sommes alors c'est le terme de sommet qui me vient à l'esprit, mais où on est requis, en tout cas par la société civile, d'instaurer des modes de discussion, c'est-à-dire des modes de partage de connaissances et des modes de discussion. Parce que l'esclavage n'est pas un sujet qui est un sujet historique
qui serait dans le temps et dont on ne parlerait plus, mais l'esclavage est lié à des héritages, enfin à produits sous l'angle des représentations, sous l'angle des relations sociales, des relations économiques et des relations et des catégorisations raciales qui a des effets dans le contemporain. Hein. Et on est toujours en train de tenir compte des effets de mémoire d'une histoire sur laquelle on est en train de travailler. Mais nous sommes scientifiques, donc nous voulons produire des objets qui sont des objets de partage de connaissances. Hein, et c'est extrêmement important de le faire dans un moment où les fake news circulent très largement, où les fausses informations, bien sûr, circulent, et où il y a l'utilisation des réseaux sociaux qui sont très, très importants, mais aussi où la parole des scientifiques est remise en question en permanence. Hein. Donc, c'est aussi pour ça que le numérique tente, je ne dis pas qu'il y réussit à chaque fois, mais en tout cas tente d'offrir des outils pour penser les questions et diffuser cette connaissance. Donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, et avant de passer à la base de données, on a, et parce que vous avez tout à fait bien souligné qu'on travaillait aussi sur le XXe et le XXIe siècle, on a voulu fournir des informations sur la question des réparations actuellement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait cette carte qui est à l'écran. Alors, elle n'est pas complétée parce que c'est un travail qu'on est en train de faire, mais où on a voulu on a voulu représenter par cette carte les différentes façons, les différentes informations que l'on a sur les sociétés. Par exemple, si on prend le Royaume-Uni, on a pu montrer, on donne le nombre d'esclavisés. Alors, je précise qu'on utilise au CIRESC les deux termes, esclave et esclavisé. Esclave, pour nous, c'est un statut social, pas un statut social, un statut juridique, hein, qui est encadré par des lois. Hein. Être esclave, ça veut dire qu'il y a des lois qui vous empêchent de faire telle et telle chose ou qui vous punissent parce que vous avez telle ou telle action. Et le terme d'esclavisé, en revanche, est utilisé pour signaler qu'on ne peut pas réduire un être humain à l'état de choses et que dans les interstices de ces relations de domination, de coercition, de violence, les personnes qui ont été mises en esclavage ont toujours eu des marges d'action, des capacités d'action, ce que les Américains appellent l'agency et traduit par l'agentivité en français. Hein. Donc, on est vraiment sur ces deux termes-là, en étant conscient que le terme d'esclaviser interroge et même fait sursauter, mais le sursaut est fécond. Le sursaut est fécond parce qu'il conduit à s'interroger sur la réalité de cette société esclavagiste et sur les multiples complexités, que ça soit tant dans l'horreur que dans la vie quotidienne qui existent dans une société esclavagiste. Bon, donc sur cette carte, on a mis le nombre d'esclavisés, on a mis aussi les dates d'abolition définitive de l'esclavage, avec cette particularité du Royaume-Uni, 1833, la loi d'abolition, et une période d'apprentissage qui est plus ou moins du travail forcé, jusqu'en 1836. Le type d'abolition, qui est une abolition graduelle, alors que la France va choisir une abolition radicale, définitive, sans apprentissage. Et puis, voilà les cadres de l'abolition, c'est-à-dire comment on arrive à l'abolition. Donc là, dans le cas de la Grande-Bretagne, enfin du Royaume-Uni, sont les campagnes abolitionnistes qui ont été assez virulentes. Et puis, le type d'indemnités qui ont été liées à l'abolition de l'esclavage. Certains pays n'ont pas eu
d'indemnité, où certains pays ont même refusé, les propriétaires d'esclaves ont refusé le versement d'indemnités comme le Guatemala. Et pour d'autres, bien sûr, ça a eu lieu. Donc là, le titre d'indemnité pour le Royaume-Uni de 20 millions de livres sterling, le travail forcé pendant 4 à 6 ans, et puis un domaine qui concerne plus le contemporain, quels sont les acteurs qui se mobilisent sur la question des réparations. Et donc là, vous voyez, vous avez toute la liste des associations qui travaillent sur la question des réparations et qui souvent sont qui sont entre le reversement des indemnités payées ou des réparations morales, ce qui est plutôt ce que la France a choisi d'ailleurs. Donc, vous avez la nature des demandes de réparation, mais aussi les politiques, les monuments qui sont liés aux réparations de l'esclavage. Donc, vous voyez, donner une sorte de vision globale sur la question des réparations. Là aussi, c'est un travail collaboratif et collectif qui est en cours, qui est en cours de complétude, puisqu'on le fait, on le fait au fur et à mesure. Si vous me permettez, Myriam, Oui. juste pour les... non, je précise aussi que dans toute la base, dont on va parler juste après, Oui. il y a des outils cartographiques assez très développés. Encore une fois, j'espère qu'on pourra les voir avant la fin de la séance, Oui. mais qui permettent aussi de naviguer dans l'ensemble de cette documentation de façon cartographique. C'était juste pour évoquer ça. Oui, c'est ça. Si vous allez sur le site du CIRESC, attendez que j'essaye de vous mettre là, vous avez un ensemble qui s'appelle ressources, où vous avez à la fois les cartes d'indemnité, les bases de données, et puis aussi un site pédagogique dont je ne vais pas parler. Mais bon, ce qui vous montre bien comment on utilise l'outil numérique voilà, dans cet engagement que l'on a autour de la question de l'esclavage et du post-esclavage. Et là, vous avez vu qui vient de passer, ce qu'on a pu, on a aussi une revue qui est une revue entièrement en ligne qui s'appelle Esclavage et post-esclavage. Je vais vous la montrer rapidement. Qui est entièrement en ligne et qui est entièrement... vous en avez une partie là, qui est entièrement ouverte et gratuite, qui est sur Open Edition. Et là encore, ça nous semble extrêmement important de diffuser nos résultats de cette façon-là. Et on a fait un numéro 5 donc, sur la question des réparations et de l'esclavage. Mais je vais vous dire, puisque je sais qu'il y a certains spécialistes d'histoire de l'art parmi les auditeurs, c'est que dans cette revue, nous avons plusieurs rubriques. Une rubrique qui est vraiment peer review, c'est-à-dire où vous avez ce qu'on a appelé la recherche par l'écrit avec des dossiers thématiques, des varia éventuellement, des études sur une présentation d'archives également qui est discutée, des notes de lecture. Mais on a aussi une section qui est par la recherche par l'image et le son, où là, dans ce numéro 5, on avait une présentation du travail de Marie Rodet qui travaille sur l'esclavage au Mali. Et puis, on a une revue qui peut être une rubrique qui peut-être peut vous intéresser encore plus, qui s'intitule « Création ». Et dans cette revue, dans cette rubrique, on donne carte blanche à un artiste qui a travaillé sur les thématiques d'esclavage et de post-esclavage et qui présente ses travaux. Et là, vous avez, dans le numéro 5, on avait le travail de... attendez, là, c'est le travail de Marie Rodet. Le travail de... voilà, de Laura Fassé, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui a un travail extrêmement fort sur esclavage et post-esclavage. Là, vous voyez quelques-uns. Non, alors on ne voit pas. Ah, alors, Oui. vous ne le voyez pas? Non.
On est toujours sur la carte. Bon, alors attendez, Toujours sur la carte. j'arrête le partage, Ouais, et je peut-être recommence. relancer. Et je Ouais, recommence. merci. Parce que ça serait, je voudrais vraiment vous le montrer, parce que je trouve que c'est un travail magnifique. Voilà, il est là. Voilà, on l'a. Voilà, Nous vous le l'avons. voyez Oui, là. oui. Voilà, c'est la Heart of a Man, qui est un travail de 2019. Vous voyez, elle travaille beaucoup sur les figures des abolitionnistes. Enfin, elle retravaille sur les figures des abolitionnistes. Je dis ça pour notamment la figure 5, la Hanging of FIBA at their private parts, parce que c'est enfin, un dessin que l'on trouve qui porte sur une esclavisée du Suriname qui est accrochée par le flanc voilà, par des propriétaires d'esclaves. Et il y a une œuvre de Laura Facé qui est extrêmement, excusez-moi, je fais défiler un petit peu rapidement. Alors oui, elle est jamaïcaine, hein, Laura Facé, donc elle a travaillé, justement, ça c'est son œuvre Redemption Song, qui porte sur la libération de la Jamaïque. Ah voilà, et ça c'est une œuvre que moi j'aime beaucoup particulièrement, qui est un bateau négrier. Un bateau négrier, vous voyez à l'intérieur, il y a des tout petits personnages et qu'elle a donc ce bateau négrier qu'elle a posé sur un tas de cannes à sucre, voilà, faisant le lien précisément entre les deux, entre la déportation et puis la production de sucre. Donc, voilà, pour vous dire combien c'est important. Donc, j'en arrive à la base de données. Pardon, oui, je Alors, vous en non, non, c'est juste pour dire, donc, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, on vient à nouveau de vérifier là en même temps en direct. Là, depuis 3/4 d'heure, la base de données, enfin le site est en erreur. Rien n'est accessible. On en est tout à fait désolé. C'est un imprévu. On en a parlé, on a regardé ce week-end, ce matin, et vers midi, le site a été. Voilà. Donc Myriam a écrit pour que ce soit Oui, activé avant la fin de la séance, mais ce n'est oui, pas sûr. c'est pas sûr. Donc je renverrai à tout le monde les liens. Euh, donc on va vous laisser, Myriam, peut-être présenter le site, et puis je compléterai peut-être pour, comme je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, Oui, compléter quelques informations voilà. sur Alors, cette base de attendez. données. Oui, alors je vais vous montrer quelque chose, ce qu'on avait vu tout à l'heure du CNRS, la page du CNRS indemnité, parce que ça vous donnera au moins la page, euh, la première page. Euh, voilà. Donc, Alors, en tout cas, on n'est pas, je vous on en... n'est pas sur le partage d'écran là, hein, pour l'instant. Non, 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 parce D'accord, que d'accord. la page est en train de charger, en espérant que elle va vraiment charger. Donc, comme je vous disais, bon, écoutez, voilà, je trouve plusieurs photos, donc je vais vous les partager. Comme je vous le disais, dans cette base de données, donc vous allez voir là. Est-ce que vous le voyez là? On voit la recherche, Alors, parce que j'aurais voulu... Google. Alors, je voulais vous Oui, montrer cette première page, qui est en fait la page d'accueil du site esclavage. Mais est-ce que ça se présente dans le désordre comme pour moi? oui. Bien. Si. Bon, alors, je suis désolée parce que je ne suis pas sûre d'arriver à trouver mieux. Non, mais peut-être vous embêtez pas.
ça va être un peu compliqué, je pense, pour vous. Peut-être Oui, que vous pouvez nous parler de la structure du ouais, site, de comment vous avez travaillé, et puis moi, j'enverrai après des liens d'accord. détaillés. D'accord. Donc nous avons donc mis en ligne, et c'est un travail enfin, qui est colossal parce que ça représente, enfin, pour Haïti, on est à 10 000 fiches et presque autant pour les indemnités 1849. Donc, on a mis en ligne, comme je vous le disais tout à l'heure, le nom, prénom, les statuts matrimoniaux, le nombre de personnes, le nombre d'indemnités touchées. On a commencé par faire des tableaux Excel, donc qui ont été versés ensuite dans cette base de données, où on a essayé de rassembler le plus d'indications à la fois généalogiques sur les personnes voilà, et de montrer le type de propriété qu'ils avaient. Parce que je vous le disais tout à l'heure, on a trouvé dans les archives le terme de colocataire ou d'indemnitaire. Et donc ça a été une première découverte qui doit être attribuée à Jessica Balgui, hein, qui fait son travail de thèse sur la base de 1849 pour la Martinique. Et donc, Jessica Balgui a trouvé ces deux termes, colocataire et indemnitaire, et a réussi à donner des définitions précises à ces termes-là, en montrant que, en fait, indemnitaire, c'était une personne qui avait possédé des esclaves et qui venait demander leur équivalent monétaire, tandis que colocataire était une personne qui était endettée, un propriétaire qui avait été endetté et à qui enfin, le propriétaire donnait en fait son titre d'indemnité à une autre personne à qui il devait de l'argent. Ça, un premier résultat qui est extrêmement important et qui montre en fait et qui prouve ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que construire une base de données, c'est un aboutissement et le début d'une recherche. Parce qu'en l'établissant et en l'établissant dans le cadre de la constitution de la base de données, se posait donc la question de la dette et se posait donc la question de la circulation de la dette entre des personnes qui soit avaient possédé des esclaves, soit n'en avaient pas possédé. Et donc ça, c'est un des premiers éléments qui permet de reconsidérer l'organisation d'une société esclavagiste. C'est-à-dire que le moment de constitution de la base de données, si on prend 1849, est une sorte de photo d'un ensemble de relations sociales beaucoup plus complexes que ce que donne à voir le versement de l'indemnité. C'est-à-dire on a l'impression qu'une fois qu'on a ce versement, la messe est dite. En fait, il n'en est rien, puisque au contraire, l'analyse fine du versement de l'indemnité permet de revoir et de réétablir des relations sociales et économiques au sein des populations esclaves. Donc, esclavagiste. Premier élément. Deuxième élément, qui là encore a été établi par Jessica Balgui, qui est en train de finir sa thèse, c'est que, et là, elle est entrée dans cette question par le fait des noms. C'est-à-dire que vous avez nom et prénom pour certains indemnitaires, et pour d'autres, vous n'avez qu'un nom, ou qu'un prénom d'ailleurs. Et donc ça, c'était un indice de différence entre les propriétaires d'esclaves. Et de fait, en poussant les recherches et les analyses, elle s'est aperçue que ces personnes qui souvent n'avaient qu'un prénom ou un nom étaient en fait des libres de couleur qui étaient propriétaires d'esclaves. Là encore, c'est un résultat qui est absolument extraordinaire parce que d'une part,
et je reviens à et j'explicite maintenant ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que dans la loi d'indemnité, il est dit ce sont les colons qui vont toucher l'indemnité. Et le fait de dire ce sont les colons qui touchaient l'indemnité, ça a produit une superposition des catégories raciales entre colon égale blanc et colon égale blanc égale indemnitaire. Vous avez donc un schème là de pensée qui faisait que ce qui est dit dans les questions, dans les revendications de réparation du XXIe siècle, se référait à cette loi d'abolition et donc à ce terme de colon. Ce que montre Jessica Balghi, c'est que le terme de colon est en fait un terme inapproprié et qu'il aurait fallu dire propriétaire d'esclaves, et que si ces propriétaires d'esclaves qui avaient été énoncés, là, la complexité aussi autour du groupe des propriétaires d'esclaves serait apparue très clairement. Jessica Balghi établit qu'environ 40% des indemnitaires de la Martinique en 1849 sont des libres de couleur, c'est-à-dire des affranchis, qui se sont établis progressivement comme propriétaires de couleur. Mais là encore, la base de données ouvre de nouvelles pistes de recherche, parce que dire 40% ce sont des libres de couleur, c'est encore pas suffisant. Ça a été extrêmement surprenant et je dois dire que, bon, on parlera certainement de la réception de la base de données, mais la base de données, on a été très attaqué sur ces résultats qu'on établissait, parce que tout à coup, c'est comme si on disait, ben non, l'esclavage, finalement, ce n'était pas si terrible que ça. Vous voyez, il y a des personnes qui sont des personnes noires ou de couleur qui ont eu des esclaves. Et on retrouvait le débat idéologique qui existe depuis 2005 et qui est réactivé en permanence par la droite et l'extrême droite. Bon, toujours est-il que établir ces 40% revenait à dire, parce que ce n'est pas suffisant, voir combien d'esclaves ces personnes avaient, c'est-à-dire les libres de couleur. C'est-à-dire, en fait, c'était réfléchir à, y a-t-il une particularité dans la propriété d'esclaves selon qu'on est grand colon ou selon qu'on est libre de couleur. Et là, c'est un champ de recherche qui s'ouvre, vous voyez, à partir de la base de données et à partir de ce qu'on a fait. Ce dont on s'est aperçu, et voilà, après on peut s'interroger sur qu'est-ce que c'est que la violence, comment elle s'exprime dans des relations esclavagistes qui sont différenciées, comment se constitue la propriété d'esclaves chez des populations libres de couleur, mais aussi on peut aussi travailler sur le fait de quelles sont les relations familiales qui peuvent exister entre des esclaves qui sont possédés en fait par des membres de la famille. Et là, c'est encore une autre étape qui a été franchie par Jessica Balghi, c'était de montrer comment il y a eu des stratégies de rachat de membres de la famille par des personnes qui étaient libres pour en fait les libérer, ou en tout cas négocier une forme de liberté. Donc, vous voyez comment ces informations, qui étaient des informations brutes, qui ont été ordonnancées, ont permis d'ouvrir, oui, des pistes de recherche qui, à mon avis, sont extrêmement fortes et extrêmement fécondes, et qui vont permettre plusieurs thèses. Il n'y en aura pas qu'une, hein. Alors là, je viens de parler de la thèse de Jessica Balghi sur 1849, l'indemnité de 10 ans 49, mais je peux parler aussi de la thèse de Mathilde Ackermann, qui, elle, travaille sur l'indemnité de 1825 pour Haïti. Alors, elle est plus jeune, enfin, elle vient de débuter la thèse, donc les résultats ne sont pas encore aussi solides que pour ceux de Jessica Balghi, parce qu'elle a travaillé moins longtemps. Mais toujours est-il que là aussi, on voit qu'il va y avoir des reconfigurations
de tout ce qui a pu être dit sur indemnité, réparation, qui vont se mettre en place. Je répondrai volontiers à toutes les questions que vous pourrez poser là-dessus. Je dirais que ce qu'on a aussi mis en ligne, outre ces informations personnelles, on a mis aussi en ligne des archives, c'est-à-dire montrer l'archive. On a donné des bibliographies, il y a des cartes anciennes aussi. Oui, Je me permets, Myriam, oui, montrer des archives. Est-ce que, comme on n'a pas, désolé, hein, mais comme on n'a pas le site oui. du fait de problèmes techniques de dernière minute, est-ce que vous pouvez un peu dire sous quelle forme sont montrées les archives, à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est des Alors, échantillons, la totalité? Enfin, toutes les préciser peut-être. archives, Voilà. ouais, Merci beaucoup. tous les actes qui sont recensés, on a fait correspondre à chaque acte recensé l'archive qui nous a permis de recueillir les données. C'est-à-dire que la personne qui navigue sur le site peut à chaque fois se référer à l'archive brute, Mais dans cette partie archive, on a détaillé toutes les archives qui permettent de travailler sur la question de l'indemnité, c'est-à-dire, par exemple, les archives notariales, en donnant un exemple. L'état civil, aussi en montrant des registres d'état civil. Des récits de voyage aussi, en montrant ce que c'est. Voilà, c'est toujours pour, pour montrer en fait comment se construit une réflexion historique et comment elle se construit. Elle se construit à partir d'archives qui sont retravaillées. Et donc ça, c'était notre souci de le montrer. Ce qu'on a mis aussi en ligne dans ce site, ce sont des cartes qui permettent, qui permettent de localiser les propriétaires d'esclaves. Ça fonctionne mieux pour 1825 que pour 1849, parce que 1825, l'archive sur Haïti, elle est d'une richesse absolument extraordinaire, parce que on vous donne même les références du cadastre. C'est-à-dire que si on reconstruisait la ville de Port-au-Prince, on pourrait mettre toutes les parcelles où il y a des propriétaires qui ont demandé l'indemnité. C'est une archive extraordinaire. Pour 1849, elle est J'ai eu, beaucoup moins... j'ai eu le sentiment en termes de cartographie et de navigation, pour les gens qui iront voir après, je dirais que c'est des outils cartographiques, c'est plus qu'une figuration. Pour Haïti, sans doute, il y a une sorte d'unité de temps et de lieu qui est plus Mhm. facile, qui rend les choses beaucoup plus lisibles peut-être que pour 1849. Mais c'est Euh, aussi parce que l'information n'est pas donnée pour 1849. oui, que les infos sont Donc, beaucoup plus pauvres. il faut reconstruire les informations. Et alors, ça me permet de dire que notre base est une base collaborative, c'est-à-dire qu'il est possible, et ça les généalogistes se sont saisis de cet outil, il est possible de nous envoyer des informations, c'est-à-dire de compléter les informations que nous avons, puisque je le répète, pour 1049, c'est plus parcellaire en termes de localisation, par exemple. De nous envoyer des informations. Donc, il y a tout un processus pour collaborer à la base de données avec juste une demande, c'est que nous demandons à ce que l'information qui est proposée soit prouvée par des archives, hein, puisqu'on ne peut pas se permettre de mettre des informations si elles ont pas Hmm. été vérifiées. Ça veut dire que vous demandez des photographies Oui, des des archives. photographies d'archives. Et je dois dire que les généalogistes sont extrêmement précieux dans cette mise en discussion parce que vraiment un certain nombre nous ont envoyé, y compris des erreurs de saisie, parce qu'on est sur une archive qui est manuscrite, donc il peut y avoir des erreurs de saisie, donc des orthographes de noms de famille, des alliances aussi que nous, on n'avait pas dans les archives. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment de continuer à faire, à développer cette base de données. Ça, c'est extrêmement important.
Si je puis me permettre, Oui. Myriam, le site fonctionne. Donc, vous allez Ah, pouvoir. Je mets un lien pour tout le monde. Peut-être, bon, je vous propose, vu le temps qui reste, Myriam, oui, je vais mettre le lien pour que tout le monde puisse aller le voir. Et puis peut-être qu'on va. Enfin, je vous d'accord. laisse terminer, mais entamer peut-être les questions après. Oui, oui, tout à fait. Euh, alors, attendez, je mets en partage, mais en tout cas, vous tapez Reapers. Ou À l'instant même, esclavage. ou Ouais. esclavage-indemnité.fr et vous tombez sur le site qui vient donc d'être mis in extremis en activité. Bon. Et est-ce que vous voulez qu'on démarre les questions maintenant, Non, je Myriam? voulais juste, Oui, bien sûr, bien je sûr, bien voulais sûr. juste finir. Ah ben voilà, oui. Ok. C'est Ouais, ils bon, l'ont fait. Non, ils m'ont c'est en dit. ligne. Ouais. Je viens Ouais. de le Erreur faire. liée à une montée de version technique dont nous n'étions OK, pas au courant. Bon, voilà. voilà. Enfin, en tout cas, ça a été résolu. Euh, ce que je voulais vous dire, c'est, et je reviens à ce que je disais, c'est à notre position de chercheur, hein, qui est de produire des données, des analyses scientifiques, mais aussi de diffuser l'information. C'est que cette base de données a vraiment eu beaucoup d'écho, je dois dire. Hmm. Elle a eu beaucoup d'écho parce que, bon, d'abord parce qu'il y a eu des effets de curiosité, et notamment dans les Outre-mer. C'est-à-dire, est-ce que mon ancêtre a été indemnisé? À titre personnel, mon ancêtre a été indemnisé. C'est un livre de couleur du marin, et effectivement, il a été indemnisé pour 14 esclaves, ce qui est ce que je ne savais pas, ce qui n'était pas dit dans la famille. Mais l'expérience que j'ai faite a été largement développée aussi, largement été faite par un certain nombre de personnes avec une acceptation ou au contraire pas d'acceptation, hein. Je vous donnerai juste pour l'anecdote et pour juste un peu rire que une de mes cousines a fait l'arbre généalogique, a trouvé deux femmes qui avaient été esclaves dans les années 1830, affranchies en 1830. Et ma grand-mère et mes grandes-tantes ont dit, mais vraiment, on trouve n'importe quoi dans les archives. Voilà, parce qu'il n'y avait pas d'acceptation sur ce passé. Ce que j'ai vécu au titre personnel, ça a été vécu plus largement aussi avec des personnes qui, pour des raisons idéologiques, disaient non, les archives mentent, c'est faux, il n'y a pas eu de livre de couleur, par exemple, qui possédait des esclaves. Et puis, par ailleurs, et en face et à rebours, on a eu aussi vraiment un tir de barrage du côté de Causeur, de Valeurs Actuelles, du Figaro, où on a été vraiment attaqué. Et en plus, c'était dans un moment où il y avait cette suspicion de chercheurs islamo-gauchistes un petit peu partout dans l'université. Et donc, dans ce climat-là, on a été extrêmement, vraiment très violemment, très violemment attaqué. Et on a fait un colloque, par exemple, à Bordeaux, où l'Action française est venue tracter en disant non à la repentance, parce qu'on construisait de la repentance, qui est bien sûr totalement faux, parce qu'on n'est pas dans ce cadre-là. C'est-à-dire que le vocabulaire moraliste ou victimaire ne nous intéresse pas. Et ce qui est beaucoup plus important, c'est réellement de montrer toute la perversité que produit l'esclavage. Perversité sociale, perversité économique, philosophique, morale. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important de le poser et de pouvoir en discuter. Et je m'arrêterai. Juste peut-être une question sur la réception, puis il y a une question déjà en ligne, je la pose juste après. Sur la réception que vous évoquiez, donc effectivement, moi, comme plein de gens, j'ai suivi en France ces débats. J'ai donc moins
vraiment axé. Mais voilà, je me demandais, vous évoquiez aux Antilles les réceptions familiales presque qu'il y avait pu avoir. Comment ça a été reçu? Je ne sais pas si on prend, ça me semble le plus sensible. Aux Antilles à Haïti, est-ce qu'il y a eu, voilà, est-ce que du fait du numérique, les gens se sont emparés de ces archives, de ces contenus, des conclusions, ont reconstruit eux-mêmes des histoires à partir de ces archives? Est-ce qu'il y a eu des... Oui, ben le numérique permet la diffusion, enfin, c'est-à-dire que avoir une connexion Internet permet de se connecter à notre base de données si elle fonctionne, mais bon, elle fonctionne en règle générale. Et ça dépasse absolument les frontières. Et ça, c'est important dans l'outil numérique le permet. Hmm. Donc, la réception en Haïti a été très bonne. Très bonne. On a eu des articles de journaux dans le Nouvelliste, par exemple, où le travail était, où le travail était salué. Je dois dire que globalement, la réception a été très bonne, hein. C'est Et simplement vous avez pu voir des appropriations de des contenus, puisque bah, vous absolument. verrez, il y a une entrée cartographique, une entrée archive, une entrée données chiffrées, tout ça est ouvert. Est-ce qu'il y a eu oui, des appropriations à la fois par les chercheurs ou par la société civile? Alors, il y a un mémoire, hein, sous la direction de Thomas Piketty, justement, qui est plutôt en économétrie, hein, ce qui est une compétence que nous n'avons pas dans l'équipe. Donc, il y a un mémoire qui est en train d'être fait. Et je pense qu'il va y avoir d'autres travaux parce que la richesse est extrêmement importante. Alors ça, c'est du côté scientifique. Du côté des généalogistes, là aussi, ils se sont vraiment appropriés l'outil. Ils se sont appropriés l'outil, comme je disais tout à l'heure, pour nous signaler des erreurs, mais pas seulement. Aussi, c'est pour compléter des informations que eux-mêmes n'avaient pas. Donc, l'outil numérique permet ce dialogue, hein, permet une utilisation scientifique et puis un dialogue avec une société, avec la société enfin non scientifique dans le sens plus ouverte. Ouais. Alors oui, la question donc, de Pierre-Yves Laborde porte sur les choix techniques retenus pour le site. Et on peut peut-être étendre, notamment pour la base de données en particulier, et on peut peut-être étendre, Myriam, puisque vous êtes plutôt, comment dire, la direction scientifique de ce Oui. site, à la fois les questions techniques et puis comment vous avez travaillé dans la production de cette base de données, de sa mise en ligne. Alors écoutez, on a travaillé avec une société qui s'appelle Acatus, qui a l'habitude de travailler avec les chercheurs en sciences humaines et sociales. Donc la traduction technique de nos questions, c'est vraiment eux qui l'ont faite, hein, à chaque fois. Et je dois vous dire que sous l'aspect technique, j'ai vraiment peu de compétences, puisque la transcription de nos demandes scientifiques était faite par eux. Ce que je peux dire, c'est que on a installé la base de données sur la plateforme Humanum, pour permettre la pérennité de la base de données. Parce que c'est ça le problème des bases de données. C'est ça le problème, et à la fois, c'est toute l'ambiguïté des demandes qui sont faites aux chercheurs, puisque tous les programmes de recherche, enfin tous les programmes de financement de la recherche, demandent des outils numériques. Or, un programme de recherche, c'est 5 ans. Voilà, c'est limité dans le temps. Et pour entretenir une base de données, il faut des financements. Et ça, je dois dire que ça n'a pas encore été assez pensé. Alors moi, je parle du CNRS, par exemple. Ça n'a pas été assez pensé pour nous aider à continuer à nourrir les bases de données. Mais pour assurer la pérennité, en revanche, on a mis le site sur la plateforme Humanum, qui permet là de garantir qu'elle restera active. Bon, Humanum, j'imagine que vous savez,
voilà, tout ce que c'est. Je suis en train d'ouvrir les micros pour ceux qui veulent, ça doit marcher si vous prenez la parole. Sur les autres questions, j'en ai une et puis vraiment n'hésitez pas, côté spectateur, même si on ne vous voit pas, etc. C'est un peu bizarre, mais n'hésitez pas à poser des questions. L'autre question était sur la place de... Bah, est-ce que pour vous, il y a une relation, parce que donc à l'INHA, on a beaucoup de gens travaillent, je pense au programme de Claire Bosc, notamment sur la question des restitutions, sur la Mhm. question de ces circulations. Donc, je ne fais pas un parallèle trop serré, mais quand même, une des questions qui se pose maintenant, on le sait, c'est pas tant la restitution des objets, elle est tout à fait importante, mais la restitution des données qui accompagnent les objets, puisqu'on sait qu'un objet voilà, sans sa documentation est assez pauvre. Est-ce que vous travaillez, voilà, est-ce que vous travaillez avec ces questions-là, avec ces programmes-là, de réfléchir à comment on transmet des données, comment on rend des données des archives? Voilà, est-ce que du coup, il y a une action, je me demandais, à travers les associations, à travers des acteurs locaux, sur ces questions-là, y compris avec les politiques, ou est-ce que ça se pose moins finalement qu'en histoire de l'art, où la question des œuvres Oui. compte? Non, non, c'est une préoccupation que l'on a. Et je dois dire que on est en train de travailler sur une autre ANR en fait, qui va alimenter Reapers également. Et enfin, à chaque fois dans nos équipes, on travaille avec, alors là, en l'occurrence, des étudiants, parfois des professeurs, mais des étudiants là sur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, il y a cette idée, bien sûr, de partage, de travail commun. Et d'ailleurs, c'est une des caractéristiques du CIRESC, parce que dès le départ, quand le CNRS demande la création du CIRESC, de leur côté, c'est plutôt de dire on va créer quelque chose de français, enfin, sur la recherche francophone. Et moi, il me semblait très important d'inclure en fait tous les partenaires concernés par cette histoire de l'esclavage. Donc, on a travaillé plus particulièrement avec l'université chez Anta Diop. Maintenant, on travaille aussi avec l'université du Cameroun, Yaoundé. On a travaillé avec Haïti, l'université d'État d'Haïti, avec le Mexique, la Colombie. Voilà, vous voyez, c'est-à-dire que à chaque fois, il s'agit comment dire, on va dire de provincialiser l'Europe. On va reprendre cette expression-là. Parce que l'esclavage est un sujet qui doit être traité de cette façon-là. Alors, la question de l'indemnité, elle repositionne les choses puisqu'on part de la métropole, hein, la métropole historique, la France, et on va vers les colonies. Mais le numérique permet de partager ces idées. Et je sais qu'au Sénégal, la base de données, puisqu'il y a une partie des propriétaires sénégalais, enfin, les Sénégalais ont été mis en ligne aussi. Du côté du Sénégal, il y a eu une appropriation de la base de données sous cet angle-là. Je pense que ça, c'est la force du numérique. Après, bien sûr, il y a la question de qui met en ligne et qui organise les données. Voilà, il se trouve que là, on est dans une équipe qui, bien sûr, avait des partenaires sénégalais, mais qui est une équipe du CNRS. Et là, ça veut dire que l'essentiel des archives viennent De France. des C'est archives les archives nationales. nationales. Archives nationales, section Outre-mer. Et il y a pas eu finalement, je sais pas, de complément d'archives privées qui auraient pu être trouvées à Haïti. Ça devrait venir. Ça devrait venir, mais pour l'instant, non. Vous imaginez ça comme ouais, un des effets possibles Oui, pour la oui, suite? moi j'en suis certaine de ça, oui. Moi j'en suis certaine. Et c'était, je redis à ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à envoyer vos questions ou à prendre la parole. Du coup, c'était un peu l'autre question que je me posais, c'était comment vous imaginez, vous l'avez bien souligné et on en parle à chaque réunion
ici. La question de la durabilité des projets, puisque les Ouais. financements sont toujours courts et on espère toujours que les contenus resteront. Vous imaginez quoi comme suite, j'allais dire évidemment scientifique, mais même à partir de cette base, on vient d'évoquer un effet possible qui serait le fait que remontent des archives. Est-ce que vous avez imaginé d'autres associations, d'autres effets sur la recherche de cette mise en ligne? Alors, on a déjà cette nouvelle ANR hein, qui va nous permettre en fait, de compléter. Et après, moi, j'attends beaucoup des archives privées dont vous parliez à l'instant. Alors, sur le financement, je ne sais pas encore comment on pourra le faire, sincèrement. Mais il y a de multiples développements possibles, hein, notamment voilà, sous l'angle généalogique, croiser des données qualitatives avec des données quantitatives. Je pense qu'on a la possibilité même de reconstituer toute la population des colonies françaises pour 1849. Et on avait même imaginé, voyez, de faire des modèles en 3D où on pourrait aller encore à un niveau plus fin, c'est-à-dire celui de la plantation. Enfin, moi bon, ce sont des projets qui m'intéressent, c'est-à-dire à partir des archives privées, voilà, reconstituer le Hmm. cadre. Le cadre. Et, et- et si je peux souligner la chose, moi, ce qui m'a semblé très fort dans l'usage, alors c'est souvent le cas, hein, mais de cette base, c'est le fait d'être sur on va dire, de l'international et de pouvoir descendre jusqu'au très, 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 très local et très, Oui. voilà. Et pareil, c'est sûr que c'est l'outil numérique qui permet cette circulation. Euh, Est-ce que pour la suite sur les outils numériques que vous imaginez mettre en place, vous venez d'évoquer la 3D, mais est-ce que vous avez imaginé d'autres outils numériques à développer? Enfin, 3D ou réalité augmentée, vous voyez, je pense qu'il y a des choses qui sont à creuser de ce côté-là. Oui. Enfin, pour moi, l'outil numérique, il me semble vraiment essentiel. C'est-à-dire pour diffuser de la connaissance, j'en reviens à ça. Euh, Parce qu'on on travaille sur un espace géographique qui est immense. Donc, si on veut qu'il y ait de la circulation d'informations, l'outil numérique vraiment nous le permet. Mm. Merci. Je regarde l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les spectateurs, puisque Zoom appelle ça comme ça, les spectateurs qui sont là? Mhm. J'espère voir toutes les questions. Je crois que je les ai toutes posées. Euh, peut- non, bah, si peut-être une dernière question qui fait aussi le lien avec nos préoccupations parfois ici, enfin, souvent ici, sur les images. Donc, il y a une place de l'image dans votre site qui est importante, puisque évidemment la question des représentations est très très forte. Enfin, c'est un domaine où l'histoire de l'esclavage en général et des post-esclavages où la question de la représentation peut pas être négligée. Je me demandais si vous aviez des perspectives de ce côté-là, puisque dans le site, vous avez mis de la cartographie ancienne Oui. qui permet de retrouver des cartes d'époque. Est-ce que du côté des représentations, vous utilisez quelques images dans votre Ouais. site? Est-ce qu'il y a l'idée d'intégrer plus voilà, les gravures, les peintures, Alors, écoutez ça, nous, on a fait le choix d'utiliser ou de mettre en valeur le travail des artistes contemporains. Hein, Ok. Hmm. majoritairement, enfin, ce sont des artistes contemporains qui ont été
dont on a pris des photos, enfin, qui nous ont offert des photos plus exactement. Et parce que justement, il y a cette question du passage du passé au présent. Donc, on le signifiait de cette façon-là. Mettre plus de représentation, on pourrait le faire, mais il y a plusieurs bases de données qui existent sur les représentations liées à l'esclavage. Donc, je pense que ça serait plus judicieux de mettre des liens vers des sites qui existent déjà. Vous voyez, ça fait aussi des passerelles, ça peut faire des conversations avec d'autres projets. Ok, bon, bah, très bien. Il est -10, on va s'arrêter dans très peu de temps. Je vérifie juste qu'il n'y a pas d'autres questions. On vous renverra donc quand même les liens vers les pages et vers le site, mais encore une fois, il fonctionne. Vous pouvez les uns les autres vous y rendre dès maintenant. On a eu chaud, mais c'est bon. Le site existe bien. Bah, je ne sais pas, Myriam, si vous aviez des choses à ajouter ou si vous avez l'impression qu'on a fait le Non, mais avoir tour. votre impression à vous sur le site, ça m'intéresserait bien. Eh Savoir ben, comment vous l'avez ressenti ou... oui, oui, bah, moi c'est ce que je disais au début. Moi, c'est vrai que c'est un site pour moi qui avait c'est ça que j'avais du mal à mesurer, un- il y avait un fort enjeu de partage politique autour de Oui. ces fonds. Euh, et voilà, d'où les questions. Et c'est vrai que je me demandais si vous archiviez aussi toutes les réactions, les débats que nourrissait ce site, et si on y avait accès à un moment ou pas. Écoutez, non, je crois qu'on ne l'a pas fait systématiquement. Parce que, voilà, non, je me disais que Oui. c'était des choses, y compris dans la presse, effectivement, je me souviens d'articles plus ou moins, Mhm. enfin, d'articles sympathiques et moins sympathiques, Oui. mais ce qui est un signe que c'est un sujet qui n'est pas froid. Et peut-être qu'après, sur les questions plus, comment dire, techniques de navigation, etc., les collègues ici auront des remarques et de commentaires. Je vous les ferai dans ce cas-là D'accord, merci. Oui. passer. Et Oui. puis, au plaisir de reparler de tout cela, en sachant encore une fois que je pense que comment dire, les questions que porte notamment l'INHA sur l'identification des fonds d'objets africains et océaniens en France, dans les musées français, etc., rejoignent quand même cette question du partage des informations Oui. à l'échelle internationale. Et ben encore merci beaucoup. Et puis, au plaisir. Au plaisir. Et on vous suivra sur le programme se termine quand? Ah, ça y est, il est achevé. D'accord. Il est achevé, mais bon, je vous dis, il va déboucher. Enfin, on est en train de travailler sur un livre et enfin bon, il va y avoir d'autres productions. D'accord. Bon, ben, on va suivre ça alors. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et au revoir à Au revoir. tout le monde.